C'est bon. Bonjour. Donc, comme je disais, je vais vous présenter un travail qui a débuté il y a quelques mois dans le cadre du projet Fondement des mathématiques du PEPR. Donc, c'est plutôt un travail de maths. Donc, j'espère que ça vous embêtera pas. L'objectif fondamentalement, c'est de réduire le coût d'entraînement et la taille des réseaux, donc globalement, pour un certain type de problèmes. Donc là, c'est plutôt des problèmes issus de la physique. Après, ça pourrait s'appliquer dans d'autres cadres. Donc globalement, je vais vous parler un petit peu quand même d'équations physiques et de méthodes numériques parce que c'est le cœur de la démarche. Mais puis très rapidement, je vais quand même passer sur la partie entraînement, réseau de neurones et ensuite je parlerai rapidement de quelques pistes. Donc en fait, voilà. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la résolution d'équations physiques. Donc on est un peu comme en apprentissage, c'est-à-dire l'objectif, ce qu'on cherche à trouver, c'est une fonction qui a des entrées et des sorties, sauf que cette fonction, contrairement à l'apprentissage standard, on a plutôt des données pour apprendre, c'est-à-dire qu'on va essayer de calculer une approximation de cette fonction, de ce modèle, à partir d'un modèle paramétrique, donc ici ce sera des réseaux de neurones, et ce qu'on a pour construire ce modèle, c'est des données, donc c'est-à-dire des entrées et des sorties, mais un certain nombre limité. Ici, ce qu'on va avoir en physique, c'est une contrainte en fait sur la fonction qu'on cherche, donc une contrainte qui est modélisée par des équations qu'on appelle les EDP, et qui en général sont des contraintes sur les dérivés de cette fonction. Donc en fait, ce qu'on a, c'est une contrainte implicite sur ce qu'on cherche. Par contre, cette contrainte implicite, on peut a priori l'évaluer en un nombre assez grand de points, puisque vous voyez ici en fait la fonction f qui est à droite, qui est ce qu'on appelle une source ou un terme de droite, c'est-à-dire en gros c'est typiquement une force physique qu'on connaît, on la connaît en tout point et donc on peut l'évaluer en tout point. Et si on a un modèle, ensuite on peut le mettre dans l'équation et l'évaluer en tout point aussi. Donc on est dans un cadre un peu différent de ce qui se fait classiquement en apprentissage. On peut voir ça comme un cas où finalement on a une contrainte implicite sur ce qu'on cherche, mais on a potentiellement beaucoup de données. Mais donc les deux mondes se ressemblent, c'est juste la façon dont vous allez construire votre modèle qui est différente. L'un le fait par les données, l'autre par la contrainte physique. Et donc évidemment, à partir du moment où les réseaux neuronaux ont eu de très bons résultats dans le domaine de l'apprentissage, la question naturelle qui s'est posée il y a quelques années, c'était est-ce que ces mêmes réseaux de neurones peuvent apporter beaucoup à la résolution d'équations physiques et donc à la modélisation physique, à la simulation numérique. Alors, c'est juste pour désolé pour ce petit slide de maths, mais après je me calmerai. Donc en fait, ce qui s'est fait pendant très longtemps en méthode numérique, donc depuis globalement qu'on a des ordinateurs capables de calculer, c'est que ces équations, on les résout on approche des fonctions par des modèles paramétriques, mais ces modèles paramétriques, pendant très longtemps, c'était simplement des sommes de fonctions qu'on connaissait, qu'on appelle souvent des fonctions de base, et multiplié par des paramètres, ici θ, et c'était ces paramètres qu'on cherchait à calculer. Donc c'est aussi ce qu'on faisait en apprentissage standard, avec des modèles linéaires, des modèles à noyaux, des choses comme ça. Et puis après, une fois qu'on avait défini ces modèles d'approximation, on les mettait dans l'équation, c'est la forme que vous avez en dessous, et puis on cherchait à minimiser le résidu de cette équation. Donc en fait, normalement, si vous êtes une solution de cette équation, ce résidu est égal à 0, soit on le minimisait directement, soit on le multipliait par des contraintes qui sont d'autres fonctions, et puis on minimisait tout ça. Donc c'est des choses qui se passaient très bien, qui se passent bien. Pourquoi ? Parce que votre modèle il est linéaire par rapport aux paramètres, donc globalement votre optimisation elle est quadratique, et donc à partir du moment où vous avez des optimisations quadratiques, vous savez résoudre ça par un certain nombre avec des méthodes très efficaces, vous avez des théorèmes de maths, etc., etc. Ce qu'on veut faire, et je vais venir après pourquoi, ce qu'on veut faire depuis plusieurs années à travers les méthodes qui s'appellent notamment les PINS, pour réseaux physiquement informés, c'est remplacer les modèles plus classiques qu'on utilisait, donc c'est-à-dire des sommes de fonctions de base, par des réseaux de neurones. En pratique, ce que ça change, ce sont toujours des modèles paramétriques. Ici, l'entrée, c'est X, les coordonnées spatiales de votre problème. Ce qui change radicalement, c'est que vous avez des modèles qui sont non linéaires par rapport aux paramètres que vous cherchez, donc θ, et donc votre problème devient un problème d'optimisation non linéaire avec potentiellement beaucoup de minima locaux, enfin toutes sortes de difficultés qui viennent de l'optimisation non linéaire. Voilà. Alors pourquoi on veut faire ça ? Alors à la base, les méthodes numériques standards, donc les modèles linéaires, ça marche très bien et notamment on a des garanties que ça marche. Donc on a ce qu'on appelle des preuves en numérique, des preuves de convergence, c'est-à-dire qu'on peut démontrer que l'erreur entre votre approximation et la vraie solution, elle va décroître en gros avec le nombre de paramètres. Plus vous mettez un nombre de paramètres important, plus votre erreur va décroître et ça converge quadratiquement, linéairement ou autre.
Donc ça, c'est très important parce que quand vous faites de la simulation physique, notamment pour des choses critiques en aéronautique, quand vous simulez des pannes dans des réacteurs nucléaires, vous avez besoin de précision et de garantie. Et donc, ces théorèmes de convergence vous donnez la garantie que vous avez quand même la main sur la précision de votre approximation. Alors dans ce cas, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on a envie d'utiliser des réseaux de neurones? Parce qu'a priori, je pense que vous le savez, il y a moins de garanties, notamment parce que l'optimisation est non linéaire. Et ça vient du fait qu'actuellement, dans l'industrie, le problème principal, c'est pas vraiment de simuler un phénomène physique. La plupart du temps, on sait le faire. Le problème, c'est que pour, par exemple, comprendre quelle est l'influence de tel ou tel paramètre physique sur le résultat final, ou pour optimiser, par exemple, la forme d'une voiture ou la forme d'un avion, on va en fait résoudre non pas une équation physique, mais des milliers d'équations physiques qui sont paramétrées. Et ce qu'on veut, c'est comprendre l'influence de ces paramètres sur le problème. Donc quand on raisonne comme ça, en fait, on n'est plus en train de résoudre des problèmes en dimension 2 ou 3, qui sont les dimensions standards en physique, mais on est en train de résoudre des problèmes en beaucoup plus grande dimension, qui sont la dimension physique plus la dimension de paramètres. Donc par exemple, nous, on a des contacts avec plusieurs entreprises, je sais pas, Michelin ou Thales. Typiquement, ils veulent résoudre des problèmes physiques en dimension 10, en dimension 15, en dimension 20, où vous avez votre dimension spatiale de 3 et vous avez le reste qui est la dimension paramétrique. Et là, les méthodes numériques standards, elles ne peuvent pas tenir le choc parce qu'elles souffrent, comme les modèles standards en apprentissage, de la malédiction de la dimension, c'est-à-dire que votre nombre de paramètres doit tendre exponentiellement grandit exponentiellement avec la dimension. C'est pour ça qu'il est très intéressant et que beaucoup de gens s'intéressent à l'utilisation de réseaux neurones pour résoudre les problèmes physiques. Alors le problème principal qu'on a avec les méthodes type PINS, donc c'est-à-dire avec le fait de résoudre une équation physique avec un réseau de neurones, c'est la précision. On est souvent très limité en précision. Dans les cas des problèmes les plus simples, on arrive à des erreurs de 1% à 1 pour 1000. Et dans le cas des problèmes compliqués, on arrive parfois à des erreurs de 10, 20, 30%, ce qui est complètement inacceptable pour beaucoup d'applications industrielles. J'ai l'impression que ce qui se dégage depuis quelques années, depuis un an ou deux, il y a un consensus sur le fait que ce qui limite fondamentalement ça, c'est l'optimisation. C'est pas les réseaux neurones, leurs capacités d'approximation sont très bonnes. Ce qui pose problème, c'est l'optimisation. Alors, il y a depuis 2 ans, il y a plusieurs résultats qui sont apparus qui permettent d'augmenter la précision. Donc, vous avez des méthodes de préconditionnement de votre descente de gradient. Donc, typiquement, ça permet vraiment de... alors, c'est plutôt fait pour l'instant pour des petits réseaux. Ça ne tient pas encore l'échelle de très grands réseaux difficilement. Par contre, ça permet d'aller à descendre à des erreurs beaucoup plus faibles, 10-5, 10-6 en erreurs relatives, sur des problèmes relativement simples pour l'instant. Dans le même genre, il y a l'idée qui s'appelle le subspace ou least square approach, qui est finalement de dire que votre réseau, qui est composé de plusieurs couches, vous pouvez le voir en fait comme une somme de fonctions de base, qui sont en fait vos dernières couches, votre dernière couche, et que ces fonctions de base, vous êtes en train de les adapter, et ça, c'est les paramètres de toutes les couches précédentes. Et en fait, il y a des algos qui proposent d'alternativement adapter les paramètres de toutes les couches sauf la dernière, ce qui revient en fait à construire vos fonctions de base spécifiques au problème et adapter les derniers paramètres, ce qui convient en fait à simplement régler la projection dans votre base. Et il y a la dernière approche, qui est donc l'approche Gluton, qui est à ma connaissance actuellement la seule qui, sur des problèmes très simples, a permis d'atteindre l'erreur machine sur des problèmes soit d'entraînement standard, des régressions L2, soit sous des problèmes simples de physique. Et là, l'idée, c'est que vous allez, en fait, un peu comme l'approche précédente, faire votre approximation finale sera une somme de petits réseaux, mais cette somme de petits réseaux, vous allez la construire d'une façon particulière, qui suit ce qu'on appelle un algorithme glouton. Donc l'idée, c'est la suivante. Vous allez, je vais expliquer ça de façon moins mateuse. Globalement, vous voulez minimiser une fonction, donc ça c'est votre fonction de coût, donc c'est soit votre fonction physique, mais ça peut être juste une fonction classique d'entraînement, ça peut être, si vous voulez potentiellement, il faut qu'elle soit convexe, mais en tout cas ça peut être à peu près toutes les fonctions convexes que vous avez dans l'entraînement des réseaux. Et donc l'idée c'est que vous allez faire une première approximation, donc ici ce sera un premier réseau, et vous allez minimiser votre équation, votre loss avec ce premier réseau. Une fois que vous avez ça, vous avez votre réseau, il a fait une certaine erreur. Et vous allez entraîner un deuxième réseau dont le rôle va être d'apprendre ce qui manque au premier. Donc uniquement le terme résiduel par rapport au premier. Et vous allez itérer comme ça. Donc vous allez entraîner successivement des réseaux qui normalement sont de plus petite taille et chacun a pour but d'apprendre les échelles qui manquent à l'ensemble des précédents réseaux. Sachant que l'approximation finale,
sera donné par la somme de tous ces petits réseaux. Donc vous pouvez voir ça comme une construction hiérarchique des petits réseaux. Le premier apprend les échelles les plus grossières, puis de plus en plus les réseaux apprennent des détails de plus en plus fins. Alors c'est des algos qui sont utilisés dans d'autres cadres, c'est beaucoup en optimisation, on retrouve ça aussi un peu en renforcement, c'est des choses qui sont utilisées en réduction de modèles, beaucoup en EDP, et c'est aussi des choses qui sont utilisées dans le traitement du signal parcimonieux. Alors la difficulté, c'est quand même que, donc je vais vous montrer que ces méthodes-là marchent, mais la difficulté quand même, c'est que plus vous progressez, plus ce que vous avez à capturer, c'est de l'erreur, du bruit, et donc plus vos réseaux doivent être capables d'approcher des choses qui sont en gros haute fréquence. Ça, c'est la difficulté. Donc je vous ai cité les références principales sur ces travaux. Donc le premier résultat, en fait, chaque étape, c'est un tout petit réseau, un réseau shallow réseau. Là, on peut non seulement démontrer que ça converge, c'est-à-dire plus vous mettez de réseau, plus l'approximation diminue, mais vous pouvez démontrer la vitesse à laquelle l'approximation diminue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez un réseau, ça va décroître. Ici, c'est en n étant le nombre de réseaux, n-1,5. Et vous arrivez à des très bonnes erreurs, 10-10 ou des choses comme ça, avec par exemple 100 petits réseaux, sur des problèmes toujours relativement simples. Ensuite, il y a des gens qui sont allés vers des réseaux à une couche, et là, notamment, ils arrivent à avoir des très bonnes erreurs à partir de 10 réseaux. Et puis maintenant, il y a trois papiers qui sont sortis, mais qui sont dans la même veine, qui utilisent des réseaux profonds à chaque étape. Et simplement, ils augmentent la capacité. Donc le premier réseau prend les grosses échelles, le second, le moins en moins, et typiquement, les deux derniers prennent des échelles très fines. Et donc, dans ce cas, on les enrichit en haute fréquence. C'est quelque chose qui a été très bien étudié pour corriger le biais spectral des réseaux. Donc, les réseaux sont meilleurs sur les basses fréquences, et donc on les enrichit en haute fréquence pour qu'ils soient capables de capturer les hautes fréquences. Et en enrichissant les derniers réseaux en haute fréquence, vous êtes capable de capter de plus en plus l'erreur fine, les détails, le bruit. Et donc, vous arrivez typiquement à des erreurs machines avec 3 ou 4 réseaux. Alors, il faut bien sélectionner, etc., etc. Pour l'instant, ça a été fait que dans des cas très simples. Donc c'est une méthode qui permet d'avoir à la fois dans certains cas les plus simples des preuves, donc c'est-à-dire des garanties. Donc si on parle d'IA de confiance, ça permet d'avoir confiance en le résultat. Et dans les autres cas, ça vous permet d'avoir des très très bonnes approximations avec finalement peu de réseaux. Et pas des très gros réseaux. Il faut imaginer que si vous preniez un réseau qui était beaucoup plus gros que vos 4 principaux réseaux, enfin que vos 4 réseaux par exemple, et que vous l'entraîniez avec une méthode standard type Adam, vous n'arriveriez jamais à ce genre de précision. On ne sait pas faire. Voilà, le problème de ces approches jusqu'à présent, c'est que c'est limité à des cas très simples. On ne sait pas trop, ça n'a jamais été vraiment utilisé en grande dimension, ça n'a jamais été vraiment utilisé pour des problèmes compliqués, non linéaires, et pour des problèmes géométriques plus difficiles. Et à part dans le cas du réseau shallow, on n'a pas de preuve vraiment de la vitesse à laquelle l'approximation se descend. Et on n'a même pas de preuve que ça va marcher. Donc la première chose, bon, alors je vais passer un peu sur les détails, trop de détails de maths, mais globalement, notre collègue Virginie Arlaché, qui travaille avec nous sur ce sujet-là, dans un cadre très général, a donné les conditions qu'il faut sur vos modèles paramétriques, donc ici c'est nos réseaux, pour que la séquence converge. Alors ça ne dit pas à quelle vitesse, ça dit juste qu'à chaque étape vous allez baisser et qu'au bout d'un moment vous pouvez converger. Donc c'est des conditions de maths là que je ne vais pas trop détailler. Le point le plus important, c'est ce qu'on appelle la densité de votre ensemble de réseaux, c'est-à-dire qu'en gros votre ensemble de réseaux doit être capable d'approcher, si vous faites une somme infinie de vos petits réseaux, vous devez être capable d'approcher n'importe quelle fonction. Donc là, il y a des conditions en fait, pour montrer ça dans le cas des réseaux shallow. Ça a été fait par Segal. Et c'est des conditions sur la fonction d'activation. Donc typiquement, c'est les conditions que j'ai montrées ici. C'est-à-dire que vous pouvez écrire votre fonction d'activation, c'est sigma. Vous écrivez une fonction v qui est en fait votre fonction d'activation en x plus 1 moins en x. Et si ça décroît polynomialement à l'infini, vous avez gagné. Vous pouvez générer n'importe quelle fonction avec une somme de fonctions de réseau shallow. Je ne sais pas comment on dit en français. Ce qu'on peut démontrer ensuite, ce qu'on a démontré dans un premier résultat, c'est que en fait, les réseaux plus profonds peuvent toujours s'écrire comme des réseaux shallow, parce qu'il y a toujours un jeu de paramètres qui vous permet de dire qu'un réseau profond est équivalent à un réseau à une couche. Par contre, la fonction d'activation que vous obtenez dans ce cas-là, c'est la composition de toutes les fonctions d'activation de votre réseau profond. Mais ça, en fait, il y a des résultats qui nous permettent de montrer que cette composition va bien satisfaire les conditions de Segal, et donc
qu'un ensemble de réseaux profonds est bien dense dans les fonctions qui nous intéressent, c'est-à-dire est capable de générer n'importe quelle fonction qui nous intéresse avec des dérivés relativement bien contrôlés. Donc c'est un premier résultat qui dit que la méthode greedy va marcher. Il ne dit pas à quelle vitesse, mais au moins il dit que la méthode va marcher dans le cadre des réseaux plus profonds. Je vous donne juste un exemple. Donc là, c'est un problème très simple, ce qu'on appelle un Laplacien. C'est en gros, il faut imaginer que c'est ce qui, par exemple, c'est l'équation qui vous dit comment la corde la toile d'un tambour va réagir à une force qui lui est appliquée. Donc c'est un problème en 2D et on rajoute donc la source qui est la force, qui est en fait ici une gaussienne. Donc vous pouvez imaginer que c'est une force ponctuelle, enfin plus ou moins ponctuelle. Ça dépend de l'écart type de la gaussienne. Et vous avez comme paramètre la variance et la moyenne de la gaussienne. Donc c'est un problème en 4 dimensions. Donc ça, déjà, c'est des problèmes qu'avec des méthodes numériques standards, il est lourd de traiter. Donc là, vous avez l'approximation du premier réseau. C'est des tout petits réseaux, c'est quelques milliers de paramètres. Donc vous voyez que typiquement, alors si vous voyez tout à droite, vous avez l'erreur. Donc vous voyez que l'erreur ponctuelle, maximale, c'est du 5, 10-3 avec un petit réseau. Quand vous passez au deuxième petit réseau, vous voyez que l'erreur devient un peu plus oscillante. Et là, vous êtes passé à 1, 10-4. Avec le troisième réseau, vous êtes passé à 1, 10-5. Et avec le dernier réseau, vous êtes passé à 2, 10-6. Donc vous obtenez une erreur maximale ponctuelle, ici de 2, 10-6, qui est quelque chose qu'on n'arrivait pas du tout à atteindre avec des petits comme des gros réseaux, quand on les entraînait classiquement, c'est-à-dire avec une descente de gradient et une méthode d'Adam. Et par contre, vous voyez que le résidu, donc c'est-à-dire l'erreur faite lorsqu'on met la solution dans le DP, commence à devenir très oscillant, et ça, c'est un problème. Donc là, je vous ai montré un cas test en dimension 4, ça n'avait pas trop été fait avant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est des choses qu'on peut faire aussi en géométrie plus compliquée. Donc ça, c'est un problème qu'on appelle Grad-Shafranov. Donc quand vous faites de la fusion nucléaire, vous avez votre réacteur qui est un espèce de gros donuts dans lequel vous faites tourner un petit gaz à 100 millions de degrés. Et le but, c'est de stabiliser ce gaz au début, puis on espère qu'il va rester stable, parce que dès qu'il touche les murs, il n'y a plus de murs. Et donc cet équilibre, c'est-à-dire la configuration d'équilibre du gaz, enfin du plasma au temps initial, est donnée par l'équation qui est écrite ici, qui est l'équation de Grad-Shafranov, où psi, en fait, c'est le potentiel magnétique. Donc là, vous avez en 2 dimensions D sur la gauche une coupe en fait de cet équilibre dans un cas simplifié. Et puis au milieu, vous avez pareil le résidu et l'erreur avec à chaque fois un réseau, etc. Donc avec le premier réseau, vous avez toujours une erreur de 5, 10-3. Deuxième réseau, vous passez à 6, 10-4. Et puis à la fin, après 4 réseaux, alors ça marche un peu moins bien. On a fait un cas qui marchait mieux ici. Vous avez en fait une erreur à la fin de 1, 10-5. On a refait un cas entre-temps qui est arrivé à 10-6. Ici, l'erreur vient du bord parce qu'on a, en gros, pas assez bien traité le bord. Donc là encore, sur une géométrie plus compliquée, cette méthode vous permet, alors certes, ça reste un cas relativement simple, mais il faut savoir que ça, c'est des simulations, les vraies simulations d'équilibre sont un peu plus compliquées, mais pas beaucoup plus. Et c'est des problèmes paramétriques où il y a beaucoup de paramètres. Donc si on arrive à traiter ne serait-ce que ce genre de problème paramétrique, ça pourrait beaucoup intéresser les physiciens. Et vous arrivez à des erreurs de 10-6. Donc là, c'est un problème 3D, 2D en espace, 1D en paramètres. Et là encore, c'est des choses que vous n'arrivez pas à faire avec des gros réseaux et avec des méthodes traditionnelles d'optimisation. Voilà. Simplement donc pour la suite. Donc en fait c'est un travail qui a commencé il y a quelques mois. Donc le PEPRIA va payer un postdoc qui va commencer que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et dont le but va être à la fois d'étendre les preuves qui ont été faites jusqu'à présent, notamment en rajoutant dans les modèles le fait qu'on ajoute des hautes fréquences. Donc ça c'est quelque chose qui théoriquement n'a pas été étudié dans le cadre des algos Gloton. Donc il va regarder ça, essayer de faire un certain nombre d'extensions aussi numériques, savoir comment mieux calibrer les algos, parce qu'il y a quand même quelques difficultés numériques, et coupler ça avec des méthodes de préconditionnement de gradient, puisque maintenant, grâce à des nouvelles méthodes, donc typiquement ce qu'on appelle le gradient naturel pour les réseaux neurones et pour les pins, pour des petits réseaux, on est capable d'avoir des très bonnes convergences. Et donc typiquement, les algos greedy ont l'avantage de vous ramener à l'optimisation successive de plein de petits réseaux, plutôt qu'un très gros. Et les méthodes de gradient naturel marchent pour les petits réseaux et marchent mal pour les gros réseaux, donc le couplage est naturel. Et dans un second temps, l'objectif, ça va être de regarder d'autres méthodes qui ont pour but de faire évoluer le réseau en temps. Donc il faut imaginer que vous avez un processus temporel. Votre réseau ne décrit que ce qui se passe spatialement ou pour d'autres variables, et le temps est modélisé par l'évolution des poids du réseau. Donc ça, c'est des méthodes qui sont plutôt plus efficaces pour les problèmes temporels que si on met le temps directement comme entrée du réseau.
Et donc, ces méthodes-là peuvent s'appliquer à plein de choses, notamment aux équations d'Hamilton-Jacobi-Hellman, qui sont des équations qu'on retrouve en morphing et en optimisation de forme, donc pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes physiques. On retrouve ça aussi en optimisation, en renforcement dit continu, c'est-à-dire quand vous avez un processus temporel continu que vous faites du renforcement. C'est en fait la généralisation des équations qu'on retrouve dans les théories classiques de renforcement. Et puis ça peut être aussi appliqué pour des équations en grande dimension, qui sont des équations physiques telles que l'équation de Vlasov ou l'équation de transfert radiatif, qui régissent la propagation de particules. Voilà, et pour finir, il y a un deuxième problème qui est intéressant. Dans la communauté physique, il y a un type d'architecture qui a beaucoup progressé depuis quelques années, qui s'appelle les opérateurs neuraux. Donc ce sont des architectures plutôt du type convolutive, transformers, etc. Le but étant, en fait, vous prenez en entrée les inputs de votre problème physique, donc par exemple la force ou la condition initiale du système, qui sont des fonctions, et en sortie, vous prédisez la fonction qui est la solution de votre problème. Et ce que vous voulez faire, c'est ça le point un peu différent des opérateurs classiques, c'est que vous voulez que le résultat ne dépende pas de la résolution du vecteur d'entrée et du vecteur de sortie. Ce qui n'est par exemple pas le cas pour les convolutifs. Mais on va dire que c'est des architectures qui sont proches des architectures convolutives ou des transformers. Et d'un point de vue théorique, elles s'écrivent sous cette forme-là, c'est-à-dire que votre entrée, c'est une fonction VL de X. Vous allez lui appliquer, c'est un vecteur de fonction plutôt. Vous avez deux parties, vous lui appliquez juste une matrice de poids qui mélange les fonctions localement en espace, et vous lui appliquez un opérateur intégral qui peut être linéaire comme non linéaire et qui en fait va mélanger spatialement vos fonctions. Donc en fait c'est un cadre assez général. Vous pouvez voir les réseaux convolutifs ou les transformers comme des cas particuliers et des discrétisations de cette intégrale. Donc ça intéresse beaucoup la communauté. Et pour commencer, pour un certain nombre de problèmes physiques, il suffit d'un réseau à une couche, qui est un peu la forme que j'ai écrite ici, où vous allez juste appliquer un opérateur intégral à vos fonctions d'entrée, et cet opérateur d'intégral, il est constant, enfin il ne dépend pas de vos fonctions d'entrée, donc c'est un opérateur linéaire. Et donc ça, déjà, pour plein de problèmes physiques, ça suffit. Et là, en fait, on sait construire ce genre d'opérateur, ça permet de faire des simulations physiques beaucoup plus rapides. Le problème, c'est qu'on a toujours des problèmes de précision. Et des premiers résultats semblent montrer que des méthodes greedy permettraient justement aussi pour ce type de réseau d'architecture de construire des approximations beaucoup plus précises et d'aller vers des approximations beaucoup plus précises dont on a besoin en physique. Et donc c'est évidemment la deuxième chose qu'on souhaite regarder dans ce cadre. Et voilà, je vais conclure. Donc les méthodes Gluton sont des méthodes, on peut voir ça comme des méthodes d'apprentissage, où en fait vous prenez votre réseau, vous le coupez en plus petits morceaux et vous apprenez chaque morceau un par un pour corriger ce qui a été fait par le précédent. Ces méthodes-là semblent beaucoup plus efficaces pour un certain nombre de problèmes. On peut espérer plus facilement avoir aussi des garanties qu'avec de l'optimisation non linéaire brutale. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir ces garanties pour des cas plus compliqués que ce qui existe, de l'étendre à des problèmes plus compliqués, temporels et des opérateurs neuraux. Et aussi, il y a quelques hyperparamètres un peu compliqués à choisir, et donc trouver des façons plus automatiques de les construire. Et je vais m'arrêter là. Merci Emmanuel, timing parfait. On a le temps pour une ou deux questions. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Une question toute bête, c'est il n'y a pas de problème numérique là-dedans. C'est vraiment que des problèmes au sens un problème dû aux nombres flottants. C'est vraiment que des problèmes mathématiques. Les théorèmes, enfin les problèmes que vous résolvez, c'est des problèmes ça converge pas, même si le calcul était parfait. Alors attendez, c'est-à-dire. Je suis pas sûr. Alors pour l'instant, oui, les convergences, ce sera que pour des problèmes. Vous avez parlé de l'epsilon machine, donc vous faites des simulations avec des nombres flottants et c'est une limite, mais cette limitation-là vous pose pas un problème lors du calcul. Le fait que vous utilisez des flottants avec des arrondis partout, etc. On n'utilise pas de flottants.
Vous utilisez quoi? Alors, on doit utiliser des doubles en général. Non, mais c'est des flotteurs. Ouais, non, ça suffit. C'est-à-dire, le but est, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la précision machine, on n'a pas non plus besoin d'aller jusqu'à des précisions arbitraires. Ça dépend beaucoup des applications physiques. C'est vraiment les maths qui convergent pas. C'est pas le fait que vous ayez des noms de machines qui vous pose un problème. Ouais. Le problème, c'est les maths, et notamment que dans certains cas compliqués physiquement, on n'arrive même pas à des erreurs admissibles de 20%, de 30%, que ce soit. Merci. Ouais. Pardon. Merci pour le bel exposé. Une petite question. Finalement, l'un des ingrédients de base, si je comprends bien, de l'approche Gluton, c'est le même problème que le problème de départ avec un gros réseau, mais au lieu d'entraîner un gros réseau, on entraîne un petit réseau. Enfin, itérativement, plusieurs petits réseaux, mais à chaque fois, on résout un problème de approcher une fonction cible avec un petit réseau. Donc, quelque part, le fait que ça fonctionne mieux veut dire que le petit réseau est plus facile à entraîner pour... Est-ce qu'on a une intuition de quelles caractéristiques, qu'est-ce qui fait que ça devient plus facile à faire? Alors, non, pas totalement. Alors, il y a un effet peut-être... Alors, je suis même pas sûr que le petit réseau, dans le cas présent, soit forcément beaucoup plus facile à entraîner. Je pense que ça dépend des méthodes d'optimisation. Avec des méthodes type gradient naturel, oui. Là, avec Adam, j'en suis même pas sûr. Par contre, moi, je pense que ça vous sort... C'est-à-dire le fait que votre deuxième réseau, il va apprendre à compléter le premier, mais il a été initialisé totalement séparément du premier, fait que ça sort du minimum local, en fait. Je pense que quand vous avez un gros réseau, vous êtes dans un minimum, vous avez du mal à en sortir parce que vos poids, ils peuvent pas évoluer de façon complètement... Enfin, ils peuvent pas faire des sauts, etc. Bon, je suis pas sûr. Alors que finalement, quand vous êtes en train de... Vous avez fait converger votre premier, vous initialisez le deuxième, il peut aller dans des directions assez différentes. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une façon de sortir des minimums locaux. Donc ça serait plus un côté optimisation stochastique un peu sous-jacente qui fait qu'on... Moi, mon intuition, ce serait plutôt ça. Mais je n'ai pas de... Et après, le fait aussi quand même que l'architecture du second réseau, du troisième, etc., par exemple, quand on les enrichit en fréquence, est un peu adaptée à ce qui manque. Voilà, il y a aussi ça. Parce que typiquement, un des problèmes de cet algo, c'est que quand vous enrichissez en fréquence, il faut que vous enrichissiez dans une fréquence qui n'est pas très éloignée de celle qui est ce qui vous manque. Et ça, c'est un des problèmes techniques à régler. D'accord, mais donc il y a aussi peut-être quelque part, on injecte de la connaissance sur un côté multirésolution qui est... on capture d'abord l'essentiel et puis on va monter dans les détails. Il y a ça, et il y a cet ingrédient-là, et à mon avis, un effet d'optimisation qui fait que vous avez un peu plus de liberté, quoi. Mais je n'ai pas de réponse sûre. Merci Emmanuel. Alors nous allons passer à la seconde présentation, qui est une présentation du CEA List par Lucas Maisonnave, qui va nous parler de précision dans les LLM. On est juste à la recherche du dernier intervenant. Est-ce qu'il est dans la salle? Voilà, bon, c'était juste pour être sûr que vous étiez bien là. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Alors, c'est comme ça? Ouais. Ok, merci. Alors, moi, je vais vous présenter mes travaux de recherche dans le cadre de ma thèse au CEA. Depuis à peu près 1 an, je dirais, je me suis intéressé au LLM et plus précisément à la quantification des LLM. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je vais vous définir ces termes-là dans un premier temps. Ensuite, on verra un peu ce qui se passe dans l'état de l'art et les problèmes auxquels on doit faire face pour correctement quantifier nos LLM. Et ensuite, on va parler plus en détail des contributions qu'on a mis en place pour améliorer les performances. Donc dans un premier temps, les LLM, bon, je pense que là-dessus, tout le monde est à peu près au courant de ce qui se passe. Mais je vais quand même vous présenter quelques ordres de grandeur quand même, histoire de se rendre compte d'à quel point c'est énorme un LLM. Donc là,
dans un premier temps, c'est juste l'apparition des LLM et à quel point il y en a énormément, quoi. Toutes les entreprises du monde s'y mettent. Des LLM, il y en a des dizaines et des dizaines. Et chaque entraînement nécessite énormément de temps, énormément de ressources. Donc ça, c'était un état de l'art qui date déjà d'il y a quelques mois. Donc il s'est passé quand même pas mal de choses depuis. Mais bon, à cette époque-là, on avait des modèles déjà qui pouvaient atteindre, bon, c'est clairement pas le meilleur, mais le GLAM qui pouvait atteindre 1000 milliards de paramètres. Mais sinon, dans l'ordre de grandeur, aujourd'hui, on a des LLM qui atteignent facilement les plusieurs centaines de milliards de paramètres. Donc, ce qui est vraiment gigantesque, hein, comparé au modèle CNN qui comptait plusieurs centaines de millions au plus, quoi. Et donc, pour entraîner ce genre de modèle, voilà, là j'ai marqué 2048 GPU à 100 pendant 21 jours pour un Llama 2. Donc c'est énorme, avec des bases de données qui comptent plusieurs trillions de tokens, donc c'est vraiment gigantesque. Et donc ça, c'était déjà pour des architectures qui datent maintenant d'il y a plus d'un an. Aujourd'hui, voilà, c'est encore plus énorme, même si certaines boîtes vont avoir tendance à essayer de se focaliser sur essayer de réduire la taille et réduire le temps d'entraînement. Donc là, par exemple, je crois que c'était hier ou avant-hier, Mistral qui a sorti un modèle là, de 28 milliards de paramètres, dont le seul objectif c'est d'être plus rapide et plus efficace que le reste de l'état de l'art. Donc ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde de l'IA et des LLM, c'est qu'on a des entreprises qui vont se spécialiser. Là récemment, Anthropic qui se sont spécialisés plutôt sur des IA qui font du code, et ils sont très bons là-dedans. Là, de ce que j'ai l'impression, Mistral, ils font plutôt des LLM qui sont efficaces, qui sont rapides, qui consomment peu. Donc aujourd'hui, voilà, on essaie de se spécialiser, dû à ces contraintes qui sont énormes, hein. Donc l'idée, c'est de réduire au maximum. Donc voilà, pour vous donner une idée de à quoi ressemble l'intérieur d'un LLM, c'est assez simple, hein, c'est juste décomposé en deux blocs, un bloc attentionnel et un bloc MLP classique. Et juste entre les deux, il y a des blocs de normalisation et des blocs résiduels classiques. Et on fait ça 32 fois. Donc voilà, c'est assez simple. Et c'est globalement l'architecture sur laquelle se base la plupart des modèles. Donc évidemment, on n'est pas au courant de tout. Les GPT, on ne sait pas vraiment. On peut juste essayer de deviner. Mais globalement, les Mistral, les Llama, voilà, c'est à peu près cette architecture-là à droite sur laquelle on va se baser. Voilà. Maintenant, donc je vous ai parlé de quantification. Donc brièvement, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on quantifie? L'idée, c'est de réduire donc la taille des LLM. Donc pour ça, classiquement, on peut juste supprimer des poids. Donc ça va être plutôt de la sparsification. Mais aussi, on a un domaine qui s'appelle la quantification, où l'objectif, c'est juste de réduire le nombre de bits sur lesquels on va encoder nos poids et aussi nos activations, dans le but de réduire directement donc la taille du modèle en mémoire, mais aussi à l'inférence. Quand on réduit le nombre de bits des activations, on a un modèle qui peut aller plus vite, qui pèse moins et qui est plus efficace. Donc ça, c'est la théorie de base, quoi. C'est juste réduire le nombre de bits sur lequel on va encoder nos poids, qui sont initialement en 32 bits. Bon, généralement, quand même, on passe en 16 bits assez facilement, sans contrainte. Mais l'idée, c'est de réduire au plus, donc réduire jusqu'à 8, 4, voire même jusqu'à 1 bit ou 2 dans certains cas. Donc ça se fait, dans les CNN, ça se fait assez facilement. On peut réduire jusqu'à 4, voire 3, voire même 2 bits. Les LLM, il y a des problèmes qui apparaissent, qui n'étaient pas forcément présents dans le cadre des CNN. C'est la présence d'outliers. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, sur la figure 4, là, on a juste une représentation des activations. Donc là, c'est pour un Llama 3 8B, c'est la couche 19 pour un RMS norme. Bon, voilà, par exemple. Ce qu'on voit en fait, c'est que là, on a juste les valeurs d'activation. Donc en abscisse, on a la dimension et les tokens, et en ordonnée, on a juste la valeur de l'activation pour une certaine couche. Et ce qu'on voit en fait, je ne sais pas si on voit très bien en fait sur la présentation, mais globalement, tout est très proche de 0, c'est en bleu. Et il y a juste 3 valeurs qui sont en rouge là. On a 3 pics sur le token 0 qui sont aux alentours de 200. Donc ça, c'est un gros problème, parce que quand on quantifie en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le maximum de tout ce tenseur-là, et on va découper uniformément entre 0 et le maximum. Ce qui veut dire que toutes les valeurs qui sont proches de 0, dans ce cas ici, vont être approximées à 0.
Donc on perd la très grande majorité de l'information qui est présente dans nos activations, et forcément ça détruit les performances, et ça on veut pas. Donc là il faut trouver un moyen de régler ce problème. Donc dans l'état de l'art, il y a eu pas mal de tentatives qui ont été fructueuses, qui ont permis de descendre jusqu'en 8 ou 6 bits pour les activations. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même que je précise, il y a vraiment une différence entre les poids et les activations au niveau de la quantification des LLM. Les poids sont assez faciles à quantifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans l'état de l'art des papiers qui vont descendre jusqu'à 1,58 bits, donc c'est-à-dire -1, 0 ou 1 comme valeur possible. Donc ça se fait. Donc il faudrait entraîner, mais ça se fait. Par contre, pour les activations, c'est beaucoup plus difficile dû à ces outliers-là. Donc on peut descendre jusqu'à 8 ou 6 bits sans grande difficulté avec des méthodes comme SmoothQuant. Mais dès qu'on veut descendre encore plus, là, ça devient vraiment problématique à cause de ces outliers. Donc là, je vous ai mis quelques graphes juste pour vous rendre compte un peu de où sont en fait ces pics, parce qu'ils sont très spécifiques à certains endroits, ils sont pas partout. Donc ça, c'est une des contributions qu'on a pu mettre en valeur, c'est voir vraiment à quels endroits en fait on a ces pics. Et ce qu'on voit en fait, c'est que c'est principalement sur une couche, donc c'est la down proj, donc c'était dans la couche MLP là. On a 2 pics, voilà, au début et à la fin, qui passent à 200 voire 300 de valeur. Voire même pour un Yamaha 2.7B, là, on atteint même 2000, donc c'est énorme. Mais c'est vraiment à 2 endroits, dans tout le modèle, juste à ces 2 endroits. Le reste du temps, on a un comportement assez classique, avec des valeurs proches de 0. Donc ça a été une remarque importante, c'est de voir juste qu'il y a 2 endroits en fait, où il y a des pics. Et dans ce qu'on s'était dit, c'était juste, ces 2 endroits, en fait, on peut juste augmenter la précision, d'où le titre, en fait, c'était avoir une précision différente en fonction de la présence ou non de ces pics. Donc c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, ça a plutôt bien marché. Hein. En augmentant la précision, donc en passant à 8 bits et le reste en 6 bits par exemple, ou avoir un truc de base en 16 bits, en fait on arrive à avoir des performances qui sont très bonnes. On peut descendre avec des activations en 6 bits, juste en ayant augmenté ces 2 pics-là. Et c'est plutôt efficace, et ça a plutôt bien marché. Mais on peut pas descendre on peut pas vraiment descendre en dessous de ces 6 bits. Et si on veut descendre en dessous, en fait, il va falloir faire un peu mieux. Donc là, j'ai quelques tableaux de résultats qui montrent un peu l'efficacité. Donc juste pour vous donner une idée, généralement pour quantifier un peu les performances d'un LLM, ce qu'on fait de base, c'est prendre la PPL, la Perplexity, qui est une métrique fin loss. Donc l'objectif, c'est d'être le plus bas possible. C'est une métrique assez basique, hein, ça mesure pas tout. Hein. C'est juste une métrique qui est facile à avoir. Et quand on fait plein d'entraînement, c'est bien d'avoir un truc rapide à calculer. Si on veut vraiment une métrique qui donne un meilleur aperçu des capacités du LLM, il va falloir faire plein de benchmarks différents sur des tests et des tests différents, quoi. Des QCM, des résumés, ce genre de choses. Et on a comme ça un pourcentage de réussite. Mais bon voilà, c'était un tableau juste pour voir que ça fonctionnait. On a globalement réussi à améliorer en fait les performances juste en faisant ça. Un autre résultat intéressant, c'est que sur ces 2 pics là qu'on voit apparaître sur nos activations, en réalité, il n'y en a que un qui pose vraiment problème. Si on quantifie l'autre brutalement, ça marche toujours. Donc ça, c'est une question qui reste en suspens de pourquoi. Donc on a vu 2 pics, mais il n'y en a qu'un qui pose vraiment problème. C'est-à-dire qu'il y en a un qui effectivement produit des zéros partout quand on quantifie, mais ça n'a pas l'air de poser problème. Donc ça, c'est une question ouverte, auquel pour l'instant, j'ai pas la réponse. Ok, maintenant, on veut aller plus loin. Parce que là, on a réussi à descendre en 8, voire 6 bits, sans en avoir trop de pertes, et en ayant des LLM toujours efficaces. Mais si on veut descendre en dessous, en 4 bits, là, les méthodes qui ont été présentées précédemment ne fonctionnent plus vraiment. Et il faut aller plus loin, et il faut utiliser le concept de matrices de rotation, qui sont vraiment super utiles dans notre cas. Donc pourquoi les matrices de rotation? Donc, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est juste une matrice donc toutes les colonnes vont être orthogonales et dont le déterminant va être égal à 1. Bon, globalement, c'est juste une matrice qui va faire une rotation dans l'espace sans changer les dimensions, les tailles de nos poids et de nos activations. Alors pourquoi c'est intéressant? En fait, ça permet de redistribuer notre tenseur de façon uniforme. Donc vu qu'on fait une quantification uniforme, c'est bien d'avoir une distribution uniforme pour perdre le moins d'informations possible. Et ces matrices de rotation permettent naturellement en fait d'atteindre cette borne-là, d'avoir un truc qui va être plus uniforme qu'avant. Et parmi les matrices de rotation,
on a les matrices de Hadamard, qui sont un type de matrice de rotation qui ne contient que des 1 et des -1, et qui, là aussi, empiriquement, fonctionne mieux. Donc on verra plus tard pourquoi, parce que ça c'est une question dans l'état de l'art qui est restée en suspens, et on pense avoir une réponse là-dessus théorique. Donc ces matrices de rotation sont vachement utiles pour deux raisons. Déjà parce qu'on a des résultats théoriques, ce qui est suffisamment rare dans le domaine. Donc on a un papier qui montre effectivement que les matrices de rotation permettent de réduire l'impact d'un outlier dans une matrice. Donc ça, c'est un résultat théorique qui a été démontré et qui est vachement utile et qui permet de soutenir un peu la thèse de l'utilisation de ces matrices de rotation. Mais, donc là, je vous ai mis juste une intuition. Donc là, ce qu'on a, en fait, c'est sur ces deux figures, dans le cas d'une matrice de rotation aléatoire et la matrice de Hadamard. Donc on a une distribution à gauche avec un pic à 200 et toute la distribution en gaussienne qui est autour de 0. Et quand on applique une matrice de rotation, vous voyez que d'un coup, on passe avec des bornes entre -6 et 6. Et pour la matrice de rotation de Hadamard, on passe entre -2 et 2. Donc on voit déjà que c'est plus efficace pour la matrice de Hadamard, mais surtout que dans les deux cas, on a réussi à réduire l'impact de cet outlier et que donc la quantification va mieux se passer. Voilà. Donc maintenant, pourquoi les matrices de Hadamard fonctionnent mieux? Donc ça, c'est une des contributions qu'on a pu mettre en valeur. C'est qu'on a pu démontrer que dans le cas d'une matrice de Hadamard, si on applique à une matrice contenant un outlier une matrice de Hadamard, cet outlier, ce pic, va être réduit par un facteur racine de n, 1 sur racine de n, pardon, avec n étant la dimension de la matrice de Hadamard. Alors que pour une matrice de rotation aléatoire générée sur une sphère unité, on va plutôt avoir un facteur racine de 2 log de n sur n. Donc on voit que c'est moins puissant qu'une matrice de Hadamard. Et ça, on a pu le vérifier expérimentalement. On a pu vérifier que les deux courbes théoriques et expérimentales concordaient bien et que le résultat qu'on a pu avoir était bien juste. Donc les matrices de Hadamard fonctionnent effectivement mieux pour réduire l'impact d'un outlier. Maintenant, comment on les utilise? Donc là, dans l'état de l'art, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est en fait d'utiliser le fait qu'une matrice de Hadamard, sa transposée, c'est sa matrice inverse. Et ce qui fait que en réalité, on va pouvoir appliquer à l'entrée du réseau une matrice de Hadamard et à l'entrée d'un bloc de linéaire sa matrice inverse. Ce qui fait que les poids on va leur appliquer cette matrice de Hadamard, ou cette matrice de rotation, les activations aussi, mais ça va s'annuler. Au moment où on va faire le produit matriciel des deux, ça va s'annuler. Ce qui fait que au final, le calcul est exactement le même que si on n'avait pas appliqué la matrice de Hadamard ou la matrice de rotation. Mais juste, les calculs intermédiaires font qu'on va pouvoir les quantifier plus efficacement parce que les outliers vont être réduits. Donc ça, c'est ce qui est fait dans l'état de l'art. La majorité de ces matrices de Hadamard peuvent être absorbées dans les poids. Donc c'est-à-dire qu'on va juste multiplier la matrice des poids par une matrice de Hadamard et sauvegarder cette nouvelle matrice de poids, ce qui fait qu'on n'a pas de calcul en plus. On a juste à le faire une seule fois et le sauvegarder. Il y a juste certains points dans le réseau où effectivement il va falloir faire le calcul à l'inférence. Donc c'est à deux endroits, c'est juste après la fonction non linéaire dans le MLP, le swish, et aussi dans les QKV, parce qu'en fait on sauvegarde aussi le Q et le K du bloc attentionnel dans le KVK. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a deux endroits en fait où effectivement on doit faire ces calculs de matrice de Hadamard à l'inférence à chaque fois, et ça peut pas être sauvegardé dans les poids. Mais c'est pas un problème en réalité, parce que vu que les matrices de Hadamard ce sont des -1 et des 1, c'est-à-dire que ce produit matriciel en réalité ce sont que des additions et des soustractions. Donc c'est très rapide. Ça rajoute pas vraiment de calcul en réalité. Bon, ça ajoute un peu, mais c'est négligeable comparé au reste du réseau. Donc c'est pas un problème. Donc en globalement on a un peu tous les avantages du monde avec ces matrices de Hadamard. Et en plus de ça, ça fonctionne super bien. Donc dans l'état de l'art, globalement, on peut descendre en fait en 4 bits, ce que jusque-là n'avait pas été fait. Donc on était bloqué à 8 ou 6 bits. Mais maintenant, on peut atteindre en fait des performances, de très bonnes performances, quasiment sans perte, en 4 bits. Donc là, j'ai mis quelques résultats, par exemple pour un Yamaha 3.8B. Donc de base, il a une PPL à 6,17 et en 4 bits, on passe à 8. C'est une différence quand même de 2 points. C'est non négligeable, hein, mais clairement, avant, on passait plutôt à 800. Donc c'est vraiment très très bon. Et donc sur d'autres modèles, j'avais le Yamaha 2.7B, on est à 6.10 alors qu'avant on était à 5.47.
Le 13B, c'est 5,40 alors qu'on est à 4,88. Donc voilà, c'est des très bonnes performances, clairement utilisables, et qui a permis en fait, de lever un verrou technologique là-dessus. Et aujourd'hui, on peut quantifier en 4 bits. Donc maintenant, il faut aller encore plus bas. C'est encore mieux. Donc là, c'est là où mes contributions entrent en jeu. J'ai essayé, donc il y a 2 contributions, on va dire. Une assez basique, hein, mais on a été assez étonné de son efficacité. En réalité, on a juste fait en fait un grid search sur un paramètre vraiment très important pour la quantification. C'est le clipping ratio. Donc c'est juste, en gros, quand on quantifie, donc je vous ai dit, on prend le maximum et on découpe uniformément. On n'est pas obligé en fait de prendre le maximum, on peut prendre avant, et en fait on peut prendre toutes les valeurs qui sont au-dessus et les mettre à cette nouvelle valeur au maximal. On peut clamper nos valeurs. Et donc ce clipping ratio, en fait, on peut l'ajuster en fonction de la couche, parce que peut-être, il y a certaines couches en fait qui vont avoir des pics, d'autres non. Donc avoir un truc qui soit modulaire, qui puisse s'adapter en fonction de la distribution, et avoir un truc qui soit plus conforme en fait au modèle, plus spécifique. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, en fait, ces paramètres de ratio, de clipping. On les a obtenus en les apprenant, entre guillemets, par grid search, tout simplement. Donc on a fait ça couche par couche, en gros. On a commencé avec un modèle qui est en 16 bits, et on a quantifié couche par couche avec un ratio de clipping différent, et on prend à chaque fois le meilleur. Donc c'est assez naïf comme méthode, mais ça, en fait, ça a permis déjà d'améliorer les performances en 4 bits. Donc là, vous avez une courbe en fait où je fais couche par couche avec toutes les possibilités, en commençant en 4 bits et en 16 bits. C'est juste pour montrer globalement que ça permet en fait d'obtenir une PPL qui est autour de 7,4, pardon. Là où l'état de l'art était au mieux à 8,30. Donc juste en faisant ça, déjà on a presque baissé d'un point la PPL, sachant que le minimum était à 6,2. Donc on se rapproche du minimum possible. Donc ça, c'était une méthode assez naïve, juste de la grid search. Donc ça a super bien marché. Et même, ce qui nous a étonné, en fait, c'est qu'on est passé en 3 bits pour voir si ça fonctionnait bien. Et là aussi, en 3 bits, en fait, ça permet de quantifier en 3 bits sans nous avoir une énorme perte. Donc là, je crois que j'ai pas mis, malheureusement, le tableau. Mais globalement, aujourd'hui, maintenant, juste en faisant ça, on a pu avoir des performances pour tous les modèles qu'on a testés, très bonnes, en 3 bits. Poids et activation, ce qui pour l'instant n'avait pas été fait dans l'état de l'art. Voilà. Donc maintenant, il y a quand même une chose importante. Je ne sais pas si ça ne s'est pas affiché. Ah, c'est dommage. J'ai une petite animation. Bon, dommage. Donc là, maintenant, on va essayer d'utiliser le résultat théorique qu'on avait montré tout à l'heure, comme quoi on pouvait réduire l'impact d'un outlier en fonction de la dimension en fait, de la matrice de Hadamard. Et ce qu'on avait vu, c'est que plus la dimension de la matrice de Hadamard était élevée, plus en fait, on pouvait réduire l'impact de cet outlier. Donc ça, c'est un résultat important qu'on a essayé d'utiliser, en se disant, on a des activations qui sont sur une certaine dimension, généralement 4096. Voilà, il y a 2048 tokens encodés en 4096 dimensions, et à chaque fois, on avait appliqué la matrice de Hadamard sur ça. Mais là, l'idée, en fait, c'est artificiellement, en fait, rajouter des zéros dans cette dimension et appliquer une matrice de Hadamard plus grande. Et utiliser comme ça le résultat théorique qui nous dit plus on va avoir une dimension élevée, plus on va pouvoir réduire l'impact de cet outlier. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Le problème qu'il y a, c'est que toutes les dimensions ne sont pas très bonnes pour faire des matrices de Hadamard. En réalité, on peut faire initialement que des matrices en puissance de 2, ce qui limite grandement les possibilités. Donc on peut faire des matrices de Hadamard en taille 4096, en taille 8192, mais pas en 4095, ce qui est un peu problématique. Mais justement, ça c'est un des algorithmes qu'on a pu trouver, qui est assez ancien, mais on a pu le remettre un peu au goût du jour. C'est créer des matrices de Hadamard selon certaines conditions. Bon, je vous ai les conditions là. Il faut que, si on a n, c'est la dimension de la matrice de Hadamard, il faut que le n-1, le reste de la division par 4 est égal à 3, et il faut que n-1 soit un nombre premier. Bon, c'est très spécifique, mais ça permet en fait d'avoir d'autres dimensions que les puissances de 2. Et on peut générer comme ça des matrices de Hadamard d'un peu toutes les dimensions, bon pas toutes justement. Et ainsi, en fait, on va pouvoir augmenter la dimension artificiellement par des zéros et multiplier par une matrice de Hadamard
d'une dimension un peu plus élevée, voire beaucoup plus élevée, et comme ça en fait réduire encore plus l'impact de l'outlier. Donc ça c'est ce qu'on a fait, ce qui a donné des résultats quand même encourageants, donc c'est-à-dire déjà dans un premier temps, effectivement ça nous a permis d'améliorer les performances, les PPL, c'est ce que vous avez en haut à droite là, donc globalement vous avez le facteur d'expand, donc c'est le nombre de dimensions que j'ai rajouté, et vous avez en dessous les performances, donc en 3 bits. Et on voit, donc initialement on était à 9,18, et on passe, si on augmente de 4084 autres dimensions à 731, la PPL. Donc juste en faisant ça, on a réussi à augmenter les performances. Bon, malheureusement, évidemment, ça pose un problème d'augmenter la dimension, c'est que ça augmente évidemment le nombre de calculs. Donc il y a une certaine limite à ne pas franchir. C'est-à-dire que, ok, on a diminué la précision des poids, mais si on augmente le nombre de calculs, bon, à partir de quand ça a vraiment toujours un intérêt. Donc ça, on a pu calculer effectivement cette borne. Donc si on passe de 4 bits à 3 bits, la borne c'est 1356 dimensions supplémentaires avant que ça ne serve plus à rien. Donc ce qu'on voit pour l'instant, c'est que quand on augmente de 1500, là j'ai 1528 dimensions, on passe à une PPL à 8, alors qu'en 4 bits on était à 6. Donc visiblement, ça ne diminue pas suffisamment pour que ça ait un intérêt. Mais donc pour l'instant, c'est pas vraiment très utile. Mais l'idée là maintenant, c'est ce que je suis en train de faire actuellement et en train d'explorer. En réalité, c'est de faire de la mixed computation, donc c'est-à-dire, à l'instar de la mixed précision qui visait à faire des précisions différentes selon la couche, qui posait problème parce qu'on avait du coup des couches de précision différentes. Dans le cas où on veut embarquer le modèle, il faut prévoir plusieurs clusters de calcul avec des précisions différentes. Là, l'idée, c'est que en faisant de la mixed computation, donc c'est-à-dire augmenter certaines couches, augmenter la dimension de certaines couches et pas d'autres, ça permet artificiellement d'augmenter la précision, mais sans le faire. C'est-à-dire qu'on a toujours tout le calcul qui est fait en 4 bits ou en 3 bits, mais certaines couches qui ont plus de dimensions, donc plus de calculs, mais qui sont plus précises. Ça permet de cette manière en fait d'avoir tout un pipeline avec une précision similaire pour toutes les couches, mais en même temps certaines couches qui sont plus précises que d'autres. Donc ça c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, donc c'est-à-dire avoir en fait certaines couches où il y a les pics justement, des dimensions plus élevées pour avoir plus de précision, et donc permettre en fait de ne pas avoir tout le réseau qui soit en très grande dimension, mais juste certaines couches, et comme ça éviter d'avoir un truc qui pèse trop en fait, et tout en ayant une précision adéquate. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire. Je teste actuellement, je n'ai pas forcément de résultats à vous donner. Ouais, c'est ça. Ok. Un autre avantage en fait de cette méthode de mixed computation, dans certains cas, dans certains modèles, par exemple les modèles Qwen qui sont des modèles très petits, qui utilisent des dimensions beaucoup plus faibles, donc autour de 1500, et qui n'ont pas forcément en fait c'est pas forcément puissance de 2, donc c'était le principal problème de l'état de l'art, c'est que ça pouvait marcher que pour des puissances de 2. Mais là, avec cette méthode d'expand, d'augmenter les dimensions, en fait, on peut permettre d'avoir n'importe quelle dimension. Et donc, ça permet aussi de faire fonctionner sur des modèles qui, jusque-là, n'étaient pas compatibles avec les matrices de rotation, qui sont à l'heure actuelle les seules méthodes qui permettent en fait d'avoir des performances vraiment utilisables dans le domaine. Voilà ce que j'avais mis. Oui, donc là, à l'heure actuelle, je suis en train de tester sur plus de modèles, avec aussi d'autres métriques, parce que pour l'instant, je fais que la PPL, ce qui n'est pas forcément très représentatif, donc je vais essayer de faire d'autres benchmarks. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de viser des conférences d'ici 2 mois pour publier ces résultats. Voilà, merci. Merci Lucas, on a le temps pour une ou deux questions. Merci. C'est une question sur tout au début, les outliers. Donc c'est sur les activations, donc en fait c'est sur une exécution. Est-ce que tu es sûr que, par exemple, tu n'en as pas un à 3000 qui va sortir pour une autre exécution? Est-ce que tu as des bornes comme ça? Là, tu nous dis qu'il y a un outlier qui va sortir sur la dernière couche et sur la première. Bon. Toujours au même endroit, mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y en a pas un autre qui peut sortir sur une autre exécution, sur une autre requête, en fait? Alors là-dessus, ça peut dépendre aussi du modèle. C'est vrai que j'ai testé, là c'est beaucoup de Yama, parce que la plupart des modèles sont basés sur Yama. Mais c'est vrai que dans certains cas, notamment les Mistral, où effectivement on peut avoir des petits pics à d'autres endroits,
mais majoritairement, en fait, ce qu'on voit, c'est ça qui était assez surprenant, c'est que c'est très localisé à 2 endroits. Donc ça, on a pu tester sur pas mal de modèles, sur pas mal d'inférences différentes, et effectivement, on le vérifie uniquement expérimentalement. J'ai pas de résultats théoriques à vous présenter là-dessus. Je sais pas pourquoi. Enfin, il y a certaines intuitions de pourquoi il y a des pics. Après, pourquoi ces endroits-là, j'ai peut-être. Enfin, c'est des intuitions quoi. C'est rien de très concret. Mais j'ai pas l'assurance que ça arrivera pas à d'autres moments. Justement, là récemment, il y a les modèles DeepSeek qui sont sortis. Bon, bah directement, j'ai vérifié est-ce que oui ou non il y avait toujours les pics aux mêmes endroits. J'ai pu vérifier qu'effectivement c'est à peu près aux mêmes endroits globalement. Il se passe la même chose, mais j'en suis jamais sûr. Pour l'instant, c'est ce que je vois expérimentalement. Globalement, tous les modèles que j'ai pu tester, ils ont ce même comportement, même les plus récents, comme DeepSeek. DeepSeek, c'était des modèles qui sont distillés sur des gamma 3, donc je m'attendais pas forcément à avoir une différence énorme, hein, vu que c'est le même modèle globalement. Mais à chaque fois, c'est à peu près ce même comportement. C'est pas forcément exactement sur la même couche, mais c'est la même dynamique, c'est-à-dire un au début et un à la fin. Après, c'est pas forcément le même indice de dimension de la couche. Voilà. Et donc, les matrices de rotation que tu construis, enfin que tu ajoutes, elles ciblent. Parce que des matrices d'Adamar, il y en a plein. Donc, tu cibles. Est-ce qu'il faut les cibler vers Alors, les matrices d'Adamar, déjà, elles sont générées aléatoirement, généralement. Donc, tu les cibles pas sur les pics. Non. Alors, jusque-là, non. Jusqu'à maintenant, on le faisait sur toutes les couches. Après, il y a aussi un autre facteur, c'est le fait que quand on descend vraiment en très basse dimension, donc 4, voire 3, voire 2 bits, là, ça devient problématique à peu près partout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un truc très, très robuste sur toutes les couches, pas juste les endroits où il y a les pics. C'est juste qu'en 8 bits, déjà, on pouvait se contenter des pics, en fait, des endroits où il y avait les pics. Mais maintenant, quand on passe en 4 bits, en fait, il faut un truc qui fonctionne partout, pas juste sur ces pics. Voilà. Mais en tout cas, sur cette dynamique-là des pics au début et à la fin, j'ai pu constater que c'était à chaque fois ce qui se passe, quoi. Voilà. Une dernière question. Merci pour l'exposé. Si j'ai bien compris, la logique derrière l'usage de Hadamard, le premier usage, c'est que ces matrices ont la propriété de transformer un vecteur qui est très parcimonieux, enfin, qui a un spike, en un vecteur un peu démocratique où tous les coefficients sont à peu près du même taille, donc réduire la gamme dynamique. Un autre, j'ai deux questions en fait, mais il y en a un premier, c'est les matrices de Hadamard. Dans certains contextes, le fait qu'elles aient une implémentation efficace est utilisé. Est-ce que dans votre contexte, oui, moi dans mon cas, j'ai une librairie qui. Donc le n-log-n est important dans le. Oui. Ok. Et maintenant, cette propriété d'envoyer des vecteurs avec un spike vers un vecteur démocratique, ouais, elle est intéressante, on comprend bien dans ce contexte, ouais, mais elle vient aussi avec la propriété conjointe, c'est-à-dire que on peut avoir un vecteur qui est de départ, qui est très démocratique, qui est tout plein, mais qui est parfaitement aligné avec certaines lignes ou colonnes de la matrice de Hadamard. Et donc, quand on fait la transformation de Hadamard, tout d'un coup, ça va envoyer vers un spike. Là, c'est effectivement un papier récemment qui est sorti là, qui étudiait ce phénomène pour les poids. Parce que de base, les poids, c'était pas trop un problème au niveau des pics. Enfin, il y en avait, mais beaucoup moins grand en fait que les activations. Et là, récemment, j'ai vu le papier. Ils étudiaient en fait l'impact de la matrice de rotation sur la distribution des poids. Et ils voyaient que en fait, ça avait cet effet-là de créer aussi des pics dans le cas des poids. C'est un peu l'effet inverse. Donc c'est un peu bizarre. Pour éviter ça, il y a des techniques qui viennent du compress sensing qui consistent à juste commencer par multiplier par un signe aléatoire, maîtriser le vecteur de départ, avant de lui appliquer la matrice de Hadamard. Okay. Et c'est le genre de choses qui a tendance à faire que la probabilité d'être parfaitement aligné et de générer des spikes est beaucoup plus faible. Ok, ça m'intéresse parce que je ne crois pas que ce soit fait. Ok, merci. Merci Lucas, on va passer à la présentation. Merci.
de l'INRIA Lyon et l'École normale supérieure de Lyon. Et la présentation porte sur la parcimonie. C'est bien ça. Donc merci pour l'introduction. Donc ce dont je vais vous parler, c'est de parcimonie. Alors d'abord dans un contexte avec celui avec lequel j'étais le plus familier il y a 5 ans, venant du traitement du signal et des problèmes inverses, et puis du rôle que ça peut prendre, et puis des surprises qu'on a pu avoir en essayant de réutiliser des connaissances existantes venant de ces domaines dans un contexte d'apprentissage profond. Alors. Donc le travail, voilà les collaborateurs avec qui l'essentiel de ce travail a été effectué. Certains d'ailleurs des travaux ont été soutenus non seulement par le PEPR, mais également par France 2030 dans le cadre du programme de Chéria. Donc pour situer les choses, on sait tous qu'il y a ces enjeux de compression de grands réseaux, il y a compression des poids, compression également des activations. Ici, je vais plutôt parler de compression des poids, avec l'idée qu'on a des réseaux décrits avec beaucoup de paramètres, éventuellement avec un certain nombre de couches denses, qui peut-être au départ sont avec des formats de nombres en haute précision, et que le but est de trouver des méthodes le plus maîtrisées possible pour avoir les formats les plus basses précisions possibles et le moins de connexions, le tout étant des proxys pour mesurer la complexité en temps de calcul et l'encombrement mémoire. Et donc derrière, il y a notamment cette notion de parcimonie, à partir de quelque chose qui est a priori décrit avec beaucoup de paramètres et puis en extraire les paramètres les plus significatifs avec la notion d'élagage. C'est des choses qu'on maîtrise assez bien dans le cadre des problèmes inverses avec régularisation parcimonieuse. Et une des questions qui motivait ce travail, c'était est-ce qu'on peut s'appuyer, dans quelle mesure on peut s'appuyer sur ce savoir-faire pour le réutiliser. Donc, ce que je vais vous proposer dans cet exposé, c'est d'abord un parcours rapide des grandes leçons de ce qu'on a pu tirer du savoir-faire dans un contexte habituel, et puis voir ce qui continue à marcher puisqu'il se casse un petit peu. Donc, pour faire ce petit tour, dans le cadre d'où je viens, donc c'est le traitement du signal et des images, ce dont on dispose, c'est du fait que ça c'est pas venu gratuitement, mais il y a un certain nombre de travaux qui ont montré qu'on a de la chance. Un certain nombre des données sur lesquelles on est amené à travailler, que ce soit des signaux audio ou des images, quand on les représente dans le bon domaine, le temps-fréquence pour l'audio, les ondelettes par exemple pour des images, eh bien on se retrouve avec des représentations parcimonieuses, avec des vecteurs avec peu de coefficients significatifs et beaucoup de coefficients tout petits. Donc ça c'est une chance. Et par ailleurs, cette parcimonie, c'est normal qu'on la recherche parce que c'est un objectif assez naturel pour compresser, pour réduire le nombre de bits pour décrire un vecteur. Si on ne peut ne décrire que les gros coefficients et dire que tout le reste est à 0, on sent bien qu'on a des gains en mémoire possibles. Mais il se trouve que c'est également relié, et on le retrouve implicitement dans toutes les transformées rapides, la transformée de Hadamard notamment, mais la transformée de Fourier, même la transformée en ondelette. Le fait est que toutes les transformées rapides, si on regarde pourquoi elles sont rapides, c'est parce que les matrices associées à ces transformées sont en fait le produit d'un petit nombre de matrices qui sont très creuses et qui ont très peu de coefficients non nuls. Donc la parcimonie elle est un petit peu plus latente, mais c'est l'existence de factorisation creuse de ces matrices qui fait que, quelque part, on est capable de diminuer le nombre de flops pour faire une FFT. Donc, ça c'est l'origine de la parcimonie. Maintenant, ici, ma vision en un slide de qu'est-ce qu'on a appris depuis le début des années 2000 et de tout le travail sur la régularisation parcimonieuse et le compress sensing, sur comment on peut efficacement et de façon maîtrisée exploiter la parcimonie dans un certain nombre de contextes, dont les problèmes inverses. C'est le fait que si on exprime des problèmes d'optimisation pour viser de la parcimonie, il faut utiliser de la norme L1, parce que c'est convexe,
et parce que ça induit de la parcimonie. Au contraire, la minimisation de norme L2 ne va pas avoir un effet de promotion de la parcimonie. Et puis que, plus généralement, les algorithmes qui visent à trouver une solution parcimonieuse peuvent être décomposés en deux bouts. Un bout qui consiste à trouver où sont les coefficients significatifs. Et ça, c'est censé être la partie difficile. Mais par contre, une fois qu'on sait où sont les coefficients significatifs, résoudre un problème d'optimisation pour trouver la valeur de ces coefficients est raisonnablement facile. Et puis, deux derniers enseignements ou croyances issus de toute cette lignée de travaux sont que finalement, sous certaines conditions et qu'on sait maîtriser notamment dans le cas du compress sensing, en fait, trouver où sont les coefficients significatifs devient quelque chose qui est raisonnablement facile via des approches gloutonnes, comme ça a été évoqué dans le premier exposé, donc où on va essayer simplement de seuiller. Voilà, il y a des approches où à un moment on trouve des grands coefficients, et ça nous dit où est-ce qui est important, les petits coefficients ne sont pas importants. Dernière leçon, enfin, voilà, c'était avec ces transformés rapides. Finalement, si on est creux, on est efficace. Bon. Alors ça, c'est à peu près une connaissance partagée issue de ce domaine des problèmes inverses. Et ce que je vais essayer de vous montrer, alors on va faire juste une petite sélection, mais on a un papier de survey qui va un peu plus en détail sur ce sujet, c'est qu'en fait, essentiellement, tout ça se casse quand on arrive dans un contexte profond, où on essaie d'avoir de la parcimonie dans des réseaux profonds. Et alors pour le dernier point sur l'aspect efficacité, c'est surtout le fait de passer plutôt sur des GPU que sur des CPU. La parcimonie non structurée n'est pas très amie avec les GPU. Il faut travailler un petit peu plus dur pour retrouver de l'efficacité via des formes de parcimonie structurée. Donc je vais évidemment pas avoir le temps de vous passer tout ça en revue, mais dans la suite de la présentation, je vais essayer de vous donner juste les quelques éléments pour vous montrer pourquoi c'est pas si simple de se poser la question il suffit pas de se poser la question d'où sont les grands coefficients. Enfin voilà, je vais parler de ces trois points. Donc commençons par la question est-ce que être glouton dans un cadre de parcimonie profond, c'est naturellement une bonne idée, comme on a pu l'apprendre. Alors pour ça, on va partir d'un petit exemple. Un exemple tout simple, on prend un réseau de neurones à une couche cachée. Par exemple, un réseau avec la relue. Ici, j'en ai écrit une version simple, on pourrait rajouter des biais, ça ne change rien à la situation. Et donc typiquement, voilà, il y a des paramètres, c'est les matrices des deux couches, des deux couches linéaires. Et on reconnaît la forme habituelle du problème d'entraînement d'un réseau, c'est un problème d'optimisation où on cherche à maximiser une attache aux données, ici une attache aux données quadratique. Donc, si on introduit maintenant de la parcimonie, qu'est-ce que ça veut dire introduire de la parcimonie sur ce problème? Ça voudrait dire essayer d'imposer que les matrices W1 et W2 soient parcimonieuses, donc elles aient un petit nombre de coefficients. Et ça peut se découpler en la question de trouver où sont les coefficients, c'est ce qu'on appelle le support, des contraintes de support, ou la question de recherche du support. Et puis, une fois qu'on connaît le support, trouver quels sont les coefficients optimaux sous cette contrainte de support. Ça, c'est une approche qui est usuelle en deux temps, alternée entre mise à jour du support et puis mise à jour des coefficients. C'est assez naturel comme approche pour l'optimisation alternée. Donc ça se ramène il y a une étape qui consiste à résoudre un problème simplement en rajoutant une contrainte de support. L'analogue dans le cas classique des problèmes inverses, c'est de résoudre un problème où on a une contrainte de support sur un vecteur et on résout un système linéaire sous la contrainte de support. Ce problème-là, il est tout à fait classique et tout à fait simple parce que mettre une contrainte de support, ça veut dire éliminer les colonnes de la matrice M qui ne font pas partie du support, et c'est un problème de moindre carré qu'on sait parfaitement résoudre, qui pose de difficultés à personne.
Il peut y avoir peut-être des problèmes de conditionnement quand la matrice est vraiment... Mais bon, c'est les seules difficultés qui apparaissent. Eh bien, ici, malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Et en fait, une des surprises qu'on a eues en étudiant ce problème, surprise qui en fait est venue d'expériences où on a cru qu'il y avait des bugs dans notre code et où on avait des not a number qui apparaissaient dans l'optimisation. La surprise, c'est qu'en fait, sous certaines contraintes de support, on peut se retrouver avec des problèmes qui sont, on va dire, instables, pour dire vite. Alors d'une part, on se retrouve avec des problèmes dont on peut prouver qu'ils sont NP difficiles. Et il y a quelque chose qui me semble encore même plus gênant, c'est un problème. On formule un problème d'optimisation et en fait, il n'y a pas d'optimum. Il n'y a pas d'optimum, c'est-à-dire qu'on peut exhiber des exemples où il est possible de trouver des paramètres qui nous amènent notre fonction de coût aussi proche de 0 qu'on veut, mais pour ça, il faut que nos paramètres divergent à l'infini. Alors c'est un phénomène qui, peut-être certains d'entre vous ne seront pas surpris, enfin c'est des choses qu'on trouve dans d'autres contextes, notamment des problèmes d'approximation tensorielle, mais nous, à vrai dire, on était un peu surpris quand on s'en est rendu compte. Donc évidemment, ça pose une question, ça va dépendre du support. Est-ce qu'il y a des bons supports? Est-ce qu'il y a des mauvais supports? Est-ce que c'est fréquent d'avoir des supports pour lesquels on a ce type de problème? Une petite expérience qu'on a menée sur un réseau à 2 couches. Et ici, j'affiche la taille de la première couche, la taille de la deuxième couche, et puis le niveau de gris, le niveau de violet montre la fréquence à laquelle on a un problème. Ça montre que quand on a des réseaux très parcimonieux, des supports très parcimonieux sur les 2 couches, le phénomène est extrêmement fréquent, voire systématique. Et encore, ce que j'affiche, c'est une borne inférieure, hein, sur la probabilité qu'on ait le problème quand on tire un support au hasard d'une certaine taille. Donc le problème n'est pas rare, hein, et la conséquence qu'on en tire, c'est qu'en fait, il faut mieux comprendre quelles sont les propriétés des supports qui font que ça peut se produire. Ici, peut-être une petite parenthèse. Quand j'en ai discuté avec des collègues du CNES, qui avaient essayé de faire de l'élagage de réseau, hein, pour les rendre plus parcimonieux, ils m'ont dit on avait travaillé il y a quelques années, on avait essayé de faire tourner du code, et puis en fait on n'a jamais publié parce que c'était pas très stable, on n'arrivait pas d'une fois à l'autre à retrouver, enfin c'était pas stable, il y avait des résultats qu'on n'arrivait pas à vraiment à bien reproduire, et donc on n'a pas pu publier. Alors, je n'ai pas la garantie que le phénomène était associé à ceci, mais bon, c'est une situation où, typiquement, peut-être que si on avait des moyens de publier des résultats qui montrent que c'est pas stable, ou si on avait une incitation à montrer que on a un problème de stabilité et qu'il y a un problème à résoudre ou quelque chose à comprendre, ça nous permettrait d'avancer. En l'occurrence, moi, j'aurais bien aimé tout simplement pouvoir citer un exemple concret qui montre que oui, ça colle avec un phénomène observé. Bon, alors une fois qu'on est là, est-ce qu'on se désespère et qu'on se dit juste que voilà, c'est fini, il faut pas chercher à faire de la parcimonie en contexte profond. Bon, allez, un petit avant-goût. Il y a des moyens d'identifier des supports pour lesquels il ne va pas y avoir de problème. Et donc, on en a les prémices. Il y a d'autres questions pour les caractériser le plus largement possible. Mais une famille de supports, c'est les supports papillons sur lesquels je voudrais maintenant passer un petit peu de temps. Donc, avant de rentrer un peu plus dans les détails des papillons, je voudrais juste mentionner la notion de cette question de lien entre la parcimonie et l'efficacité. Alors, parcimonie et efficacité mémoire, ça, il n'y a pas trop de doute, mais parcimonie et efficacité numérique, la parcimonie classique sur un réseau, ça génère a priori des connexions, c'est remplacer des matrices régulières et denses par des matrices avec des connexions irrégulières. Et ce qu'on sait, c'est que non seulement je vous ai dit que c'était les problèmes d'optimisation vont être NP difficiles et puis instables, mais en plus, les GPU n'aiment pas les structures irrégulières, et il n'est pas difficile d'exhiber des cas où en fait on va avoir des temps de calcul et des consommations énergétiques plus importantes avec des couches de ce type-là qu'en mettant la matrice dense à la place.
Donc, nous, ce qu'on a exploré, c'est une alternative du type parcimonie structurée. Alors, sans vous les définir formellement, il y a une notion, enfin pour l'instant, il y a une notion de pattern de parcimonie qui est les patterns papillons, qui en fait est quelque chose qui a une longue histoire, notamment associée à la transformée de Fourier. Et donc, l'idée et c'est des choses aussi qui sont utilisées, il y a notamment tout le groupe de DAO à Stanford qui propose d'utiliser ce type de structure pour remplacer certaines couches denses dans des réseaux de neurones pour accélérer certains calculs. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un aperçu de quelques résultats qu'on a obtenus autour de ces structures. D'une part, on a pu définir un format flexible de structure papillon. On a pu mettre au point un algorithme avec des garanties, qui est efficace, numérique, en termes de temps de calcul, et avec des garanties aussi de quasi-optimalité. Et enfin, une implémentation GPU efficace de ces structures. Donc, l'ingrédient de base dans ces structures papillons, c'est des matrices creuses qui sont très structurées, qui ont cette structure ce qu'on a appelé Kronecker sparse. Donc, c'est une structure en grands blocs. Chaque bloc est lui-même une répétition à une structure en sous-blocs, et chaque sous-bloc est diagonal, ce qui est une structure connue à l'avance et qui permet des implémentations efficaces. Et puis, une fois qu'on a cette structure élémentaire, on peut se poser la question on peut définir une architecture papillon qui est la combinaison de plusieurs blocs de ce type. Et donc on peut, étant donné une architecture et une matrice, se dire, cette matrice, comment je peux l'approcher comme produit de facteurs avec ces contraintes papillons, ou ces contraintes Kronecker sparse. Donc là, on définit un problème d'optimisation. Comme on l'a vu tout à l'heure, a priori, il y a un infimum, on n'est pas sûr que l'optimum soit atteint, et on ne sait pas forcément comment l'approcher efficacement. Ce qu'on a proposé, c'est un algorithme qui, pour certains types d'architecture, que je ne vais pas détailler, eh bien, permet d'avoir prouvé l'existence d'un optimum, et prouver également, j'y reviendrai dans un instant, que la sortie de notre algorithme est quasi optimale. Donc l'algorithme Butterfly, comme l'implémentation efficace sur GPU, c'est des choses dont vous réentendrez parler dans le pitch open source de Pascal Carrevin dans quelques instants. Et donc juste un aperçu de ce qu'on peut obtenir avec cette approche. D'une part, donc je vous rappelle, il y a une notion de la meilleure approximation d'une matrice A qu'on puisse obtenir sous une contrainte d'architecture. Donc on a prouvé qu'elle est atteinte, il y a des facteurs qui l'atteignent. Notre algorithme n'a pas la garantie de retrouver ces facteurs, mais par contre, la sortie de l'algorithme a la garantie d'avoir, à une constante près, la meilleure erreur d'approximation. Donc en particulier, si vous partiez d'une matrice comme la matrice de transformée de Fourier, qui admet une représentation exacte en tant que papillon, eh bien l'algorithme retrouve la factorisation exacte. Et à droite, ce que vous pouvez voir, c'est que bien ici, on est dans un cas on pourrait dire qu'on est dans un cas de frugalité. La courbe un petit peu lisse que vous voyez au milieu, ça correspond à l'approche la plus naturelle pour ce genre de problème d'optimisation, qui est de faire de la descente de gradient. On voit qu'il faut... elle finit par descendre à peu près à la précision machine, mais c'est itératif. Il faut un critère d'arrêt pour savoir au bout de combien de temps on va arrêter notre descente de gradient. Alors que l'algorithme qu'on a proposé n'est pas un algorithme itératif, c'est un algorithme avec une complexité fixe qui fait un nombre fixe d'étapes prédéterminées et qui donc obtient la même précision, voire actuellement meilleure, en un nombre avec un temps de calcul bien plus faible. Voilà, je ne sais pas si je vais juste évoquer le fait qu'il y a aussi bien sûr le problème de la quantification. Il se trouve qu'avec des papillons, on peut se poser la question de partir de facteurs papillons qui sont avec un format haute résolution et d'aller vers des facteurs papillons avec un format plus basse résolution.
là encore, pour compresser, pour accélérer les calculs, réduire l'énergie. Et bien, dans un travail avec Elisa Richetti et Théo Marie, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a mieux à faire que juste quantifier les facteurs individuellement. On peut faire mieux en utilisant le fait que quand on a un produit de 2 facteurs, on ne change pas la valeur du produit si on met des matrices diagonales de remise à l'échelle qui se compensent entre les 2 facteurs. Et ça, on a pu l'utiliser pour un algorithme de quantification qui donne la quantification optimale sur le format basse précision quand on a 2 facteurs. Et si on en a plus, on a juste une heuristique, mais en pratique, ce qu'on montre, c'est que pour une précision cible, on a besoin en pratique de 30% de bits en moins. Voilà, je vous propose de conclure ici. Finalement, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que bon, c'est assez naturel, évidemment, de chercher de la parcimonie pour tous les problèmes de frugalité, de réduction de mémoire et de coûts de calcul. Que si on fait juste de la parcimonie, en fait, il y a des mauvaises surprises au passage à cause du manque de structure, mais que si on ajoute un type de parcimonie structurée, et notamment ce type papillon, alors on se retrouve dans une situation plus confortable qui est compatible avec les GPU et avec un certain nombre de qualités et de garanties. Donc peut-être une des limitations importantes qui reste, c'est qu'il reste une relative rigidité à ce type d'architecture, notamment si on veut les utiliser pour des couches profondes, pour remplacer des couches denses dans des réseaux profonds. Donc une grande partie des enjeux aujourd'hui, c'est d'en augmenter la flexibilité sans en perdre les qualités. Merci pour votre attention. Merci Rémi. On a le temps pour des questions. Alors moi j'en ai une parce que ça a donné envie en fait avec cette exploitation de structures papillons. Et je suis un petit peu resté sur ma faim sur la généralisation au type d'architecture justement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du type d'architecture sur lesquelles les résultats sont vraiment prouvés, et puis quelles sont les perspectives de tester sur d'autres types d'architecture? Alors, ce qu'il faut voir, c'est d'une part le papillon et les résultats les plus forts qu'on a obtenus, ce sont donc vraiment sur quand il s'agit de remplacer une matrice par un produit structuré. Dans l'ingrédient de base qui sert à établir des garanties dans le cas multifacteur, c'est des garanties sur la factorisation parcimonieuse structurée à 2 facteurs. Et là, on n'a pas besoin d'avoir des choses aussi structurées que les papillons. Ça se ramène à des propriétés du support beaucoup plus flexibles, des contraintes de support qui sont beaucoup plus flexibles. Par contre, là où on est limité à ce stade, c'est que quand on veut développer un algorithme qui va pouvoir factoriser en un nombre prescrit de facteurs, en fait, on cherche à se ramener au cas à 2 facteurs, et donc on a une espèce d'approche divisée pour mieux régner, où on commence par factoriser une matrice en 2 facteurs, et chacun de ces facteurs est subdivisé. Et là, c'est là que, à ce stade, la solution facile qu'on a trouvée, c'est d'imposer cette structure papillon, parce qu'elle s'assure que, quel que soit le sous-ensemble de facteurs qu'on essaye de prendre, il satisfait toutes nos hypothèses. Donc c'est à ce stade-là qu'il y a des généralisations. Il y a peut-être qu'il y avait un deuxième élément dans la question, c'est quand on pense architecture, on ne pense pas forcément architecture pour des matrices, on pense plutôt architecture pour des réseaux. Là, c'est beaucoup plus ouvert. On va dire qu'aujourd'hui, c'est sur des matrices, c'est pour des couches denses qu'on a des perspectives les plus directes d'application de ces techniques. Évidemment, il y a toutes les couches convolutives, et donc là, on est dans la structure papillon en tant que telle n'est pas appropriée. Donc, un des enjeux, c'est de trouver un équivalent
naturelle de cette structure papillon, plutôt pour les tenseurs qui sont au cœur de la description des couches convolutives. Et pour ça, il faut, la difficulté, c'est d'avoir quelque chose qui nous donne à la fois des garanties, mais reste également compatible avec l'efficacité de l'implémentation sur le GPU. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe maintenant au pitch pour conclure cette session. Donc un pitch qui nous est proposé par Pascal Carivin de l'INRIA sur l'outil LazyLinOp. Merci. Bon, je vous propose de faire un rapide tour d'un package Python, LazyLinOp, qui propose de faire des opérateurs linéaires paresseux. Donc c'est un logiciel qu'on développe dans l'équipe OCAM avec Rémi entre autres. Donc on part de la constatation que les transformations linéaires se retrouvent un petit peu partout, dans les problèmes inverses comme dans les couches denses. Le problème c'est que d'avoir des matrices denses, c'est coûteux en termes de stockage, mais c'est aussi coûteux en termes d'application et de temps de calcul. Bon, heureusement, il existe des représentations efficaces sous la forme, par exemple, de fonctions qui peuvent implémenter des transformés rapides. Et vous pouvez aussi avoir des représentations en matrice creuse qui vous permettent déjà de diminuer le coût de stockage. Et donc, ce que vous propose LazyLinOp, c'est d'avoir une façon un petit peu unifiée de combiner des opérateurs linéaires entre eux. Donc, un objet construit à partir de LazyLinOp, c'est un petit peu comme un objet, un linéaire opérateur de SciPy. Ça permet d'appliquer un opérateur linéaire ou son adjoint à un vecteur. Donc un vecteur X qui peut être actuellement soit un tableau NumPy ou un tableau SciPy. Et là, on est en train de travailler sur l'introduction de tenseurs PyTorch et on espère avoir, en tout cas, mettre à disposition cette fonctionnalité assez rapidement. L'objet L peut avoir n'importe quelle implémentation, donc tant qu'elle est compatible avec SciPy ou NumPy et bientôt avec PyTorch. Un objet L donné par LazyLinOp ne construit jamais la matrice explicitement, qui est associée donc à cet opérateur linéaire. Ça vous permet de gagner sur la mémoire, sur la représentation de mémoire de votre opérateur. Par contre, ce qu'il manque à linéaire opérateur de SciPy, c'est une façon de combiner plusieurs opérateurs linéaires ensemble et de les manipuler aussi facilement que si vous manipuliez des arrêts, des tableaux NumPy. Donc, ce que vous pouvez faire avec LazyLinOp, c'est que vous pouvez additionner, soustraire, multiplier deux opérateurs linéaires. Vous pouvez aussi calculer leur produit de Kronecker, vous pouvez les stacker. Vous pouvez aussi construire un opérateur qui est un polynôme d'opérateurs. Et ce qui est aussi assez intéressant et qui vient avec toutes ces opérations, c'est le fait que vous allez avoir l'opérateur adjoint gratuitement. Donc c'est vraiment intéressant. Vous n'avez pas à vous creuser les méninges pour avoir cet opérateur adjoint gratuitement. Donc, ce qu'on propose aussi avec LazyLinOp, c'est des opérateurs qui sont déjà construits, par exemple dans le champ du signal processing. Donc, vous avez des opérateurs comme la transformée de Fourier rapide, la transformée en ondelette, la convolution, la transformée d'Adamar. Vous avez aussi la version 2D de ces fonctions. Et toutes ces fonctions viennent avec le plus de back-end possible, de telle façon à vous donner les meilleures performances en accord avec votre domaine d'application. Et bien entendu, tous ces opérateurs viennent avec leur version adjointe. Et la dernière des choses que vous propose LazyLinOp, c'est une façon de convertir une matrice dense en une transformation rapide, et tout ça grâce à une décomposition papillon qui a été introduite précédemment par Rémi. Et c'est aussi simple que d'écrire ce bout de pseudocode où vous avez une variable L qui va être égale à une décomposition d'une matrice A. Donc vous allez partir de votre matrice, de votre
matrice dense, grande matrice dense, et vous allez récupérer un opérateur linéaire qui sera en fait la décomposition papillon de votre matrice. Donc vous allez passer de la matrice dense à une transformée rapide. Donc pour résumer, les ILINOP vous proposent plusieurs choses. Elles vous proposent d'abord l'implémentation de l'action d'un opérateur sur un vecteur X, de l'action de son adjoint toujours sur un vecteur X. Il vous permet aussi de combiner plusieurs opérateurs linéaires et à partir de cette combinaison de plusieurs opérateurs linéaires, vous allez gagner l'adjoint gratuitement. Vous avez aussi un nombre grandissant d'opérateurs linéaires, dont par exemple des opérateurs dans le champ du signal, du traitement du signal, pardon. Et enfin, vous avez une fonctionnalité vraiment intéressante, c'est la décomposition papillon. Donc là, je vais vous donner un exemple de comment on fait pour construire un opérateur linéaire, en l'occurrence ici, la transformer en ondelette. Donc ce dont vous avez besoin, c'est en premier lieu de faire une convolution d'un signal avec deux filtres, ce qui est donné par les deux opérateurs G et H. Une fois que vous avez fait les deux convolutions, vous avez besoin de faire un downsampling, un sous-échantillonnage de votre résultat, que vous allez faire encore une fois avec deux opérateurs linéaires qui sont fournis par la librairie. Et enfin, vous allez devoir stacker les deux résultats, concaténer les deux résultats, de telle façon à avoir la concaténation de vos coefficients d'approximation et de vos coefficients de détail. Et donc, vous avez en quelques lignes, ici 5 lignes, vous avez reconstruit votre transformé en ondelette. Et si jamais vous voulez son adjoint, vous avez simplement à écrire l'opérateur qui ici s'appelle L.H. Bon, bien entendu, vous n'avez pas à copier-coller à chaque fois que vous voulez utiliser la transformée en ondelette, puisqu'on vous fournit la fonction déjà toute faite. Donc un autre exemple que je voulais mentionner, c'est comment passer d'une matrice pleine à une transformée rapide. Donc on va avoir une matrice qui est A, de grande taille, et on va vouloir l'approximer par cette transformée rapide qui sera retournée sous la forme d'un opérateur linéaire. Donc pour ça, on va utiliser la décomposition papillon de la matrice, et pour ce faire, on a besoin d'une chaîne. Une chaîne, ça va décrire le pattern, le pattern de décomposition de votre matrice. Donc on a un exemple ici, qui se voit bien, où vous avez une chaîne de 4 patterns et vous avez la représentation creuse en dessous de ces quatre facteurs. Donc une fois que vous avez la matrice et la chaîne, vous allez donner ça en argument à votre fonction KSD qui va calculer la décomposition papillon. Une fois que vous avez cette décomposition papillon et que vous voulez l'appliquer à un vecteur, vous allez simplement écrire L fois X et sous le chapeau, vous allez avoir un algorithme efficace qui va prendre en compte la structure papillon de telle façon à accélérer les calculs. Ah pardon, je n'ai pas dit, mais bon, vous avez les deux références associées et si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me demander. Donc en termes de performance, je voulais considérer la matrice de Fourier. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de partir de sa version dense et de la transformer en une version rapide. Et on va comparer ça à la fonction FFT qui est fournie par Torch. Donc c'est une transformée rapide, mais cette fonction n'a pas de représentation en forme de matrice. Et si jamais vous voulez avoir la matrice de la DFT, il suffirait d'utiliser la fonction FFT de Torch appliquée à une matrice identité, mais là vous perdrez la transformée rapide. Et ce que par contre nous donnent les ILINOP, c'est à la fois une transformée rapide et à la fois une représentation matricielle de la DFT. Donc si on regarde les performances, là on a fait tourner les trois modèles entre guillemets que je viens de vous décrire. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que notre implémentation est quasiment aussi bonne que l'implémentation de Torch FFT. Et hier, j'ai trouvé quelques améliorations à faire où du coup on devient encore un peu meilleur pour les petites tailles de signaux. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est que notre implémentation de la DFT est presque aussi bonne qu'un code
reconnues comme torches. Mais ce qui est bien aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement la matrice de DFT. Vous pouvez utiliser n'importe quelle matrice pleine et vous pouvez l'approximer en utilisant cette décomposition papillon. Et donc de votre matrice pleine, qui peut être n'importe laquelle, vous allez obtenir une transformée rapide. Donc, si les ININOP vous intéressent, et si en tout cas j'ai un peu éveillé votre curiosité, vous pouvez simplement taper pip install les ININOP et puis vous pouvez vous référer au site web pour avoir un peu plus de détails sur l'API. Voilà, je vous remercie.